Hello, il est 11h16. Prévenez-moi quand il sera midi, tu vois, parce que j'ai l'habitude de faire des vidéos trop longues que après je suis obligé de les couper avec des logiciels ou à la main et j'en ai marre. Tu vois, là j'ai envie de faire un truc sans cut pour pas me donner du boulot. Alors il y aura des blancs, il y aura des hésitations, mais voilà, c'est comme ça. Alors aujourd'hui, je suis en pleine réflexion de par les vidéos que je regarde d'influenceurs business, etc., sur l'échec, la confiance en soi et tout le bordel. Donc là, je vais focaliser le truc sur la peur de l'échec et vous apporter un petit peu un condensé de ce que j'ai entendu en y mêlant un petit peu mon vécu. Donc je pense que ça peut être intéressant parce que la première réaction que l'auditeur comme toi pourrait avoir, en voyant le titre de cette vidéo, c'est de se dire, bon, c'est un sujet qui a été traité maintes et maintes fois. Désolé mon pote, je passe mon tour. Surtout que je te connais pas, t'es qui, t'as fait quoi, machin. Ouais, ouais, justement, oui, oui, j'avoue, oui, je suis encore pas grand monde. Et je suis même personne. Mais j'ai envie de te dire, sous le regard lointain de l'univers et du Big Bang, je veux dire, on est tous des rien du tout. C'est sûr que, vu de ce point de vue, j'ai le droit autant d'ouvrir ma gueule que Elon Musk, par exemple. Ce qui n'est pas vrai, concrètement, tu vois. Mais c'est mon nouveau mindset de confiance en moi, justement, là. C'est que je me dis, en fait, la confiance en soi, c'est ni plus ni moins qu'un mensonge que tu te dis à toi-même. Parce que être réaliste, ça te mène au suicide, en fait. Parce qu'être réaliste, c'est quoi? C'est dire, bon, ce que je vais faire a toutes les chances d'échouer. J'ai pas des compétences extraordinaires. Il y a meilleur que moi dans divers domaines. Qu'est-ce que je peux apporter comme valeur? En fait, c'est des questions, si tu les réponds avec une vraie honnêteté scientifique, tu n'auras même plus envie de te lever le matin. C'est ça déjà le premier constat que je me suis dit. Je me suis dit, à l'écoute de tout ça, c'est que, en fait, je m'autorisais pas à ça, en fait, jusqu'à maintenant. C'est pour ça que j'ai toujours été plus ou moins le petit Calimero de la roulette, parce que bon, j'ai une chaîne roulette. En fait, il faut oser, tu vois, c'est comme à la roulette. Si tu veux, si tu arrives à la roulette en te disant, j'ai toutes les chances de perdre, oui, scientifiquement, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Si, scientifiquement, tu arrives à une roulette, qu'elle soit anglaise électronique, qu'elle soit physique avec le bon vieux croupier qui essaie de te la mettre à l'envers en variant la vitesse de la bille, etc. Oui, scientifiquement, casse-toi. Mais c'est exactement comme un entrepreneur qui devra tout simplement prendre un risque parce que rien ne dit que ça va marcher. Et donc un peu, en fait, c'est pour ça que la roulette, c'est vraiment le symbole même de l'entrepreneuriat. T'investis dans quelque chose de pas sûr et c'est le fait que tu y crois qui est le véhicule en fait. C'est même pas la science, c'est même pas les maths. Parce que justement, si tu reviens à une vision mathématique des choses, le véhicule est mauvais. Si tu veux, le véhicule de ton projet, il va pas t'emmener à destination. Et c'est ça qui est complètement dingue, en fait. C'est que, en fait, il faut avoir des croyances utiles. C'est-à-dire de t'implanter dans ton cerveau les croyances qui vont te permettre au résultat que tu veux. Parce que c'est sûr que si tu as envie de te suicider, répète-toi que tu vas échouer, répète-toi que la vie c'est de la merde, que tu peux faire confiance à personne, que l'Europe est foutue parce que on a des politiciens à la con et tout ça, ce qui est vrai. Enfin, vrai dans le sens où effectivement, tu peux voir des tendances qui sont claires et nettes dans le monde d'aujourd'hui. Mais ça sert à rien de se focaliser sur ces choses-là, tu vois, parce que euh, à la base, il n'y aurait jamais eu un, un tapis de pétales de rose qui t'emmène à la victoire, quoi qu'il en soit. C'est pas possible. Toi, quoi qu'il en soit, même dans le meilleur des contextes, tu vois, un pays, toi, même, tu serais né même dans les 30 glorieuses, tu vois, c'est beaucoup plus sain que maintenant pour essayer peut-être de créer quelque chose. Mais en vérité, c'était pas parfait non plus. Et ça n'existe pas, tu vois, les couloirs propres, droits, sans embûches, qui te mènent à un résultat.
Donc, finalement, il y a juste un degré de difficulté plus ou moins grand, mais en fait, ça change rien pour toi, parce que de toute façon, à la base, tu es là pour te dépasser. Donc, à partir du moment où tu es là pour te dépasser et que tu sais que le dépassement, justement, pardon, je vais prendre un peu d'eau en même temps, parce que là, ça me gratte la gorge, hein, désolé. Qu'est-ce que ça fait du bien, bordel. Donc oui, à partir du moment où tu es dans le dépassement de toi, tu es dans cette attitude où tu vas devoir quelque part tordre la réalité, que la réalité en face, elle soit un peu merdique, moyennement merdique ou grandement merdique, en fait, ça change rien à ton état d'esprit. Toi, tu es dans le même mindset, tu essayes d'avancer, tu essayes, tu vois, quel que soit le casino où tu vas, ça va être dur. Il n'y a pas de casino parfait, tu vois. Je veux dire, ok, il y a plus ou moins des bons casinos, mais concrètement, en une fois, si tu joues et que t'es pas là pour 5 jours, concrètement, ça change pas grand-chose si tu changes de ville pour cette journée-là. Après, je dis pas sur du long terme, tu vois, si le casino est merdique, c'est vrai qu'au bout d'un an, ça va changer les conditions. Mais en fait, sur Terre, les gens bougent. Voilà ce que font les gens. Les gens, ils se disent, bon, voilà, c'est un peu la merde, ok, je vais bouger un peu, je vais aller dans la Silicon Valley, je vais aller en Russie, je vais aller en Chine, je sais pas, je vais bouger. C'est à peu près comme changer de casino, en fait. Tu changes, en fait, tu prends le moins mauvais. Voilà, tu prends le moins mauvais des endroits, fiscalement. Si ton but c'est de rechercher une femme, bah tu vois, voilà, tu vas essayer d'aller dans un endroit où l'homme n'est pas vu d'un mauvais œil. En France, aujourd'hui, l'homme est vu d'un mauvais œil. Voilà, c'est le patriarcat, c'est la gauche, c'est machin, bidule. Moi, je suis désolé, quand je vois ce qu'ont fait mon père, mon grand-père, mes arrière-grands-pères, c'est pas mes arrière-grand-mères et mes arrière-tantes et ma mère et ci et ça qu'on fait toute cette dynastie. Je suis désolé. Si je suis là, c'est grâce à une dynastie de bonhommes. Et ça fait de moi quelqu'un qui casse un petit peu la dynastie, parce qu'en fait, je remets en question les choses et je fais quelque chose qui n'est pas traditionnel. C'est-à-dire, je pense à ma gueule, en fait. En fait, j'en suis même plus au stade de penser à ma nation, de penser à X ou Y. Alors évidemment, je pense à ma famille, tu vois. Mais en fait, j'ai pas d'enfant, tu vois. Donc en fait, je pense qu'à ma famille qui est au-dessus de moi, ceux qui m'ont permis d'arriver là. Mais je ne suis pas à l'origine d'une nouvelle descendance et je suis pas le seul à faire ça. Bah parce que je change un peu les règles du casino, c'est tout. C'est-à-dire que je vois que les règles ont changé par rapport à mes anciens, que dans le temps c'était plus facile de fonder un foyer, que si que ça, donc je change les conditions. Mais n'en demeure pas moins que même si je change un peu les paramètres et que j'essaye d'améliorer un peu le contexte, de me donner plus de chance, mais à la fin c'est toujours le même bordel et je dois me dépasser. Et donc je dois me dépasser que j'ai un enfant ou que j'en ai pas. En fait, ça revient au même, c'est toujours la même chose. Tu peux pas échapper au dépassement de toi. Je croyais que tu pouvais. Moi, ça a été mon erreur. J'ai pensé à une époque qu'il y avait un hack. Toi, je pensais qu'il y avait un truc secret, toi, une clé secrète qui te permettait, et je croyais même l'avoir trouvé. Tu vois, c'est quand je suis rentré dans mon poste de développeur informatique, j'étais persuadé que j'avais trouvé la faille dans le système. Et ça, c'était jusqu'à ce que l'intelligence artificielle arrive et me dise, mon coco, moi, je fais aussi bien que toi. Et ça remet pas mal de choses en question. Ça remet ma vision des choses, ça remet en cause cette croyance qu'à un moment donné, tu peux te reposer sur tes lauriers, c'est bon. Un peu comme quand mon père, il avait 20 ans de boîte, il travaillait dans une grosse boîte, il avait 20 ans de boîte. Bon, ben, il savait que il était quelque part en place, tu vois. Et c'est l'exemple qu'on avait dans le temps, quand on était à l'école, quand on nous montrait le monde du travail. On nous le montrait comme quelque chose de protectionniste, dans le sens où si tu bosses, t'acquiers une espèce de protection, puisque si tu bosses, t'obtiens une place dans la société, et cette place, quelque part, elle va pas s'envoler comme ça sur un coup de vent.
Eh ben maintenant, ouais, ta place, elle peut s'envoler comme ça, comme sur un coup de vent. Hop, une nouvelle intelligence artificielle, un nouveau logiciel, un nouveau bordel, et bim! Je sais pas si tu te rends compte de ce que je suis en train de te dire. Je crois pas que tu es en train de te rendre compte. C'est qu'en fait, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir, mais je me ferai pas plus jamais avoir comme ça. En fait, je devenais vieux dans ma tête. Je devenais vieux par la fatigue de tous les efforts que j'ai donnés. Et en fait, ben non, les efforts, t'en feras jusqu'à ta mort. Et je vois mon père, aujourd'hui, il a plus de 70 ans, mais il continue de se battre, il bosse encore, finalement, peut-être pas pour l'État, pour une entreprise ou tout ça, mais il bosse pour lui-même, en fait, pour survivre, pour pas finir sénile, pour pas finir dans un fauteuil roulant. La bagarre, elle s'arrête jamais. Parce que le jour où tu t'arrêtes de te battre, bam, c'est la fin. Et moi, je ferai plus cette erreur-là. Je vais me battre jusqu'à mon dernier souffle. Et sinon, c'est pas la peine de vivre. Et donc, dans un contexte comme celui-là, t'as rien à perdre en vérité. Parce que, ok, tes croyances que tu vas te forger pour réussir, c'est des croyances un petit peu farfelues. Mais néanmoins, tu dois encadrer tout ça d'un cadre, en fait. Il y a quand même un cadre, c'est-à-dire que si quelque chose n'a pas marché, tu dois comprendre pourquoi et tu dois l'intégrer dans ta future stratégie. Et c'est là toute la différence entre le couillon moyen qui fait que avoir des rêves mais qui réussit jamais rien parce que quand il échoue quelque chose, il n'intègre pas dans son système les enseignements qu'il a pu intégrer. Et quelque part aussi, il y a cette envie d'échouer parce que ça, c'est quelque chose aussi que j'avais envie de discuter. Donc là, c'était presque une introduction que j'ai fait jusqu'à maintenant. Mais le vrai cœur du sujet, c'est en fait, dans cette société, moi, quand je suis arrivé dans cette société, que j'ai grandi, s'est développé en moi petit à petit une peur de l'échec. Et c'est tout à fait normal parce que je vais te dire quelque chose d'assez personnel. Quand je suis arrivé à la maternelle, bah, ça a été ma première confrontation à la violence humaine en fait. Parce que il y en avait qui faisaient la loi des plus grands. Quand tu arrives à la maternelle, il y a des plus grands, des plus âgés, etc. Et tu comprends tout de suite que bah, c'est la loi du plus fort. Mais tu veux pas l'admettre. Et surtout, bah, tu te rends compte que tu n'es pas le plus fort. Et c'est là qu'il se passe un truc dans le cerveau. C'est que, en fait, scientifiquement, tu le sais. Scientifiquement, tu sais que ces mecs-là qui sont dans des classes au-dessus et qui se foutent de ta gueule, qui te frappent ou je ne sais quoi, ou qui t'embobinent, bah, scientifiquement, ils sont plus forts que toi. Ouais, tu pourras t'accrocher à leur mollet, mordre leur mollet, faire ce que tu veux, mais non. Moi, je me rappelle particulièrement d'un gars, et tu vois, en plus, il était un peu efféminé, parce que, tu vois, je vais pas te dire son nom, mais il est devenu un grand styliste. C'est pas Jean-Paul Gaultier, mais en fait, j'étais tombé à la maternelle avec un gars, euh, tu vois, je te dis pas son nom, parce que, tu vois, ça se trouve, tu risquerais de retrouver la maternelle où j'étais, mon prénom, mon nom, tu sais, parce que ce mec-là, c'est incroyable. Il est devenu par la suite un grand styliste, tu vois. Mais tu vois, le genre de mec un peu efféminé, machin, il avait beau être efféminé, machin, mais à cette époque-là, il était dans une classe supérieure à moi. Et en fait, il avait monté toute l'école primaire contre moi. Il avait décidé que c'était moi la nouvelle tête de Turc, en fait. Et il était là, tu vois. Ah, regarde, personne ne t'aime. J'ai monté tout le monde contre toi. Bon, c'était pas exactement les mots, exactement, mais en fait, tu vois l'esprit du gars, tu vois. Tu sais, des fois, il faut se méfier des gens qui paraissent un peu efféminés ou quoi, parce que, en vérité, c'est comme si tu disais une femme n'est pas dangereuse. Bah, autant une femme peut être dangereuse qu'un mec efféminé. Donc là, ce mec efféminé qui est devenu un grand styliste en plus, euh, ça a été mon premier traumatisme de rejet. C'est-à-dire que il m'a fait rejeter de toute l'école et je trouvais ça injuste qu'un mec comme ça s'en prenne à moi sans raison, sans que j'ai rien fait, juste parce que je suis le dernier arrivé, le plus petit. Et c'est là que commence. En fait, si tu veux, et tous les événements de la vie ne font que. Je pense que c'est pareil pour toi, comme pour tout le monde. On arrive, on nous met pas un pétale, on nous met pas comment dire, un tapis de pétales de rose en arrivant là où on va, et certainement pas quand tu commences à l'école. L'école est certainement l'endroit le plus violent qui soit. On sait, tu sais, quand tu mets des caméras dans les maternelles et que tu vois ce qui s'y passe, tu vois des enfants qui se font des pires crasses, etc., qui n'ont absolument aucune pitié.
Moi, j'ai vu une vidéo sur internet qui est affreuse, mais je vais te la dire quand même. En fait, t'as deux enfants sur un balcon qui sont filmés, tu vois, les parents, ils avaient mis une caméra, et tu vois, t'as le petit frère, il a voulu faire le con, tu vois, monter sur le balcon, et il est un peu coincé, tu vois, genre, il n'arrive pas à revenir, en fait. Et il y a sa petite sœur qui arrive, qui est un tout petit peu plus jeune, on voit qu'elle est un peu plus jeune que lui, tu vois, mais elle arrive, et au lieu d'aider, d'appeler les parents, ou je sais pas quoi, tu sais ce qu'elle fait? Elle le fait tomber. Et hop, tu vois, en fait, si tu veux, elle a aucune pitié, elle a zéro pitié et certainement aucune conscience du danger. Mais ça la fait rire, tu vois. Elle est là, ah, t'es en train de galérer sur le balcon, bah, au lieu de t'aider, si tu veux, ça te montre à quel point finalement, c'est pas le meilleur endroit pour démarrer, mais pourtant, chacun qu'on est là, c'est là, et ça, il n'y a pas grand monde qui en parle sur Internet. Toi, il n'y a pas beaucoup de businessmen ou machin qui reviennent à l'origine des choses, mais l'origine de tout, elle est à la maternelle. C'est là que tu fais tes premières rencontres avec la violence sociétale et avec la confiance du fait, tu vois, t'en prends confiance, t'es là, tu te dis, mais en fait, je suis pas le plus fort. Scientifiquement, tu sais, t'as déjà la notion de la logique, parce que tu te vois pas comme Superman. Quoique, moi, ça m'est arrivé de m'attaquer à plus fort que moi, et je me suis pris une baigne, j'ai vite compris. Parce que parfois, oui, parfois, ton esprit vagabonde, et en fait, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir cet instinct de dire, bon, je suis le plus petit, je suis protégé. Le grand, il va pas m'attaquer. Et des fois, tu profites de ça. Mais pas avec les gens proches de toi en taille et en âge. Oui, tu peux te sentir protégé, par exemple, si tu vois un adulte, tu te dis, bon, il va pas frapper sur un enfant, ou tu vois ce que je veux dire. Mais là, il y a des fois où, franchement, il n'y a pas de pitié. Tu vois. Et là, moi, c'était ça. Et en fait, je pense que, en fait, on développe petit à petit, plus les classes avancent, plus tu montes dans le système scolaire, ben, plus déjà, premièrement, tu vas te construire un personnage, parce que ce personnage va être la réponse à cet environnement. Tu peux pas rester tel quel, c'est-à-dire un moine Shaolin qui arrive, bonjour, et puis en fait, tu vas adopter un style, un rôle, tu vas essayer de trouver ta place comme tu peux. Et je pense que cette place, elle va déterminer un petit peu aussi comment tu vas te projeter dans la vie. Et c'est des choses, faut pas s'inquiéter, hein, c'est pas des choses qui sont immuables. C'est juste qu'il faut comprendre que ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans une attitude un petit peu faussée. On on n'est pas naturel en fait dans ce qu'on fait. Tu vois, il faut pas que tu l'oublies ça. Il faut pas que tu oublies que quand tu réfléchis, tu as déjà des espèces de schémas, tu vois. Et ces schémas sont pas naturels, sont pas ceux que tu ferais si justement tu n'avais pas été confronté à toutes ces choses, ce cinéma de la société. Ce cinéma de la société, de il faut être le plus fort ou essayer de passer entre les gouttes. Moi, j'essayais à une époque de passer entre les gouttes. Après, j'ai justement essayé de faire le contraire. Tu vois, j'ai essayé de faire plusieurs phases. Tu vois, moi après je m'en suis même pris au prof, tu vois, pour essayer de me donner un genre, si tu veux. En fait, tout n'est que pièce de théâtre. Et du coup, bah, quand tu vas t'attaquer à des sujets d'entrepreneuriat, tu vas t'attaquer à des sujets de réussite, de machin, ton esprit, il va continuer de fonctionner un peu sur ce mode. Et moi, je pense que j'avais développé une stratégie qui était simple. C'est de toujours voir tout en noir à l'avance, ça marchera pas, pour jamais être déçu. Voilà le cœur de la vidéo que je voulais te dire. Et je sais pas si fondamentalement ça a été si mauvais que ça, tu vois. Je sais pas si fondamentalement ça a été si dramatique que j'utilise ce stratagème pour avancer, parce que à la fin j'ai quand même eu certains résultats, mais pas les plus optimaux. Voilà le truc. Le problème c'est que si tu veux vraiment les résultats optimaux, tu peux pas adopter ces petites techniques de petits philistins comme ça là, non, non, là j'ai utilisé des petits stratagèmes, voilà, à deux balles si tu veux. Oui, de toute façon ça marchera pas, mais bon, tu tentes quand même et puis ça peut marcher. Parce que en fait, si tu veux, moi c'était un art de vivre d'être pessimiste. Moi c'était un art de vivre. Pour moi, la société, tu sais, très jeune, j'ai commencé de penser que la société allait s'effondrer,
que ça allait être la fin du monde, que si, que ça, une vision très sombre. De toute façon, il n'y a pas d'amis. En fait, tous les poncifs, je les accumulais. Tous. Je veux dire un truc, je me rappelle quand j'étais parti en école, en centre de formation informatique à Paris, mais en fait, dans ma classe, ils hallucinaient, quoi. Tu sais, en fait, je leur prédisais. En fait, même ce qui est en train de nous arriver, c'est gentil à côté de ce que je parlais à l'époque. Tu vois, les Covid, l'apparition de l'IA, de ChatGPT, la guerre en Iran ou je ne sais pas quoi, ou dans l'Ukraine, de mes couilles, tous ces trucs-là. Mais moi, par rapport à ce que je décrivais comme futur, tu vois, c'était vers 2007, tout ça, ce que je leur disais là-bas, mais les mecs, ils disaient, mais t'es complètement malade. Faut te faire soigner. Et, et les mecs, ils voulaient me péter. Parce que tu sais, si tu veux, nous, on allait jouer à la pétanque, on discutait. Si tu veux, il y avait un terrain de pétanque derrière le centre de formation, tu vois. Et moi, si tu veux, j'étais le corbeau noir dans l'histoire. J'étais là, ouais, tac. Un peu comme le font certains youtubeurs aujourd'hui, si tu veux. Mais parce que j'avais tellement intégré en moi la peur de l'échec, mais c'est un truc de fou, quoi. Et parce que j'avais jamais eu d'autres modèles. En fait, si tu veux, on m'avait jamais montré un seul livre de développement personnel. À l'époque, YouTube n'en était qu'à ses balbutiements. T'avais des couillons sur YouTube qui faisaient les couillons, mais t'avais pas d'influenceurs motivateurs, mindset et compagnie. Donc en fait, moi, si tu veux, à cette époque-là, mec, j'avais absolument aucune idée. Je regarde l'heure. Ouais, ça va. Je regarde, en fait, j'avais absolument aucune idée du contraire de ça. Parce qu'il existe, en fait, si tu veux entreprendre, machin, bidule, c'est exactement la posture inverse. Bah, je vais tout réussir. Tout est parfait, l'univers ne fait que les choses de manière parfaite, les conditions sont parfaites, je suis cool, je suis parfait, je vais y arriver, j'ai la puissance, j'ai la force, je suis aimé par l'univers, je le remercie. En fait, tout le contraire. En fait, moi, j'étais vraiment l'anti-développeur personnel. J'étais le non-développé personnellement. Parce que j'avais pas eu d'autre choix, si tu veux, face à l'inconnu. Moi, si tu veux, je suis débarqué dans un monde assez compétitif et en mutation. Moi, si tu veux, j'ai subi cette mutation de la société entre les 30 glorieuses. Il y avait effectivement les 30 glorieuses. Il y avait ce nouveau modèle mondialiste qui arrivait. Et ça s'est passé pile poil dans les années 90. Parce que du temps des 30 glorieuses, ok, il y avait quand même de la compète. Ok, il y avait... mais si tu veux, dans les années 90, il y a eu une montée en puissance de, si tu veux, cette société du bling-bling. Toi, les années 90, c'est là que ça a commencé, la société du bling-bling. Tu vois, la société du paraître, elle a commencé avant même Internet, selon moi. Tu vois, avant même l'apparition des téléphones. Si tu regardes un peu tout ce qui s'est passé comme film au cinéma dans les années 90, tu vois cette montée en puissance de l'apparence, tu vois, de cette image un peu moderne du Golden Boy, par exemple. Tu vois, le Golden Boy à la réussite américaine, etc. Tous ces trucs-là nous viennent d'Amérique, d'ailleurs, hein. Toutes les conneries, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Mais tu vois, en fait, j'ai vécu cette sensation profonde qu'on était en train de changer de modèle de société et que ça allait devenir un peu plus dur, tu vois, un peu plus incertain au niveau de l'emploi. Et surtout, j'ai commencé de voir un petit peu le changement démographique, si tu veux. Il y a eu un changement démographique que j'ai pris un petit peu dans la figure. C'est-à-dire qu'on passait d'un modèle où, certes, tu avais quand même, comment dirais-je, certaines choses qui se passaient, mais si tu veux, on a été un peu dans l'outrance. En fait, il y a eu, je pense, tous les chiffres ont commencé d'augmenter. Un peu comme le réchauffement climatique, tu sais, c'est un peu dans la même veine. Les chiffres, ils partent en cacahuète et tu sais pas pourquoi. Parce qu'en vérité, t'as beau avoir un scientifique qui t'explique que c'est de ta faute, toi, petit humain, que le réchauffement climatique s'opère, mais toi, dans ton quotidien, qu'est-ce que tu peux faire? C'est toi qui vas pouvoir agir. Ben, c'est un peu pareil quand tout s'affole dans la société. Tu vois, les chiffres du chômage, ils se sont affolés dans les années 90. Les crises économiques. Moi, tu sais, j'ai vécu la crise économique de 2008. J'ai vécu la crise de 2001 qui a été une espèce de crise civilisationnelle.
tu vois, avec les attentats du 11 septembre. Et toutes ces choses-là, si tu veux, c'était à chaque fois des choses qui continuaient d'alimenter ce que j'avais déjà mis en place depuis la maternelle. Cette espèce de carapace négative où, je vais te dire un truc, dans tout ça, il n'y avait qu'un élément positif. Tu vois, en fait, si tu veux, dans tout ce brouhaha et dans même ce comportement nihiliste que j'adoptais, cette noirceur que j'avais pour me protéger, en me disant, je ne serai pas déçu. Je ne serai pas déçu puisque je pars perdant. J'aurai pas mon diplôme, j'aurai pas de travail. Et en fait, mais je faisais quand même le truc. Toi, je faisais le job, si tu veux. Quand j'étais dans cette centre de formation, j'étais nihiliste, mais je faisais le job. Tu vois, j'ai eu le diplôme, j'ai eu mon stage. Mais l'attitude intérieure, c'était pas ouais, je vais tout déchirer, je vais être le meilleur. Alors, est-ce que c'était bon ou pas? À toi de me le dire. Dis-moi-le en commentaire. J'attends ta réponse. Mais il y avait quand même un élément positif. Bah, c'était cette liberté qu'offrait le monde du digital, en fait. Pour moi, ça a commencé en 1998, quand pour la première fois j'ai vu Internet de mes yeux. Tu sais, je sais pas si tu t'en rappelles de ce jour-là. Est-ce que tu te rappelles du premier jour de ta life où tu as vu Internet, en fait? Moi, j'étais au CDI. Tu sais, le CDI, c'est le centre de documentation du lycée. Et, euh, et voilà, tu vois. Alors, je sais plus si c'était au collège, je sais plus dans quel CDI j'ai vu. Tu sais, je sais que j'ai été dans un CDI pour la première fois quand j'ai vu Internet. Et il me semble bien que c'était au lycée, tu vois. Euh, Mais j'en entendais parler un peu, toi, j'avais des potes qui me disaient ouais, chez moi j'ai AOL, j'ai machin, je me connecte avec mon téléphone. Bon, mais moi, mes parents, ils auraient jamais voulu faire ça, tu vois. Moi, mes parents, ils auraient jamais voulu parler, entendre d'un modem qu'on branche, ça use des minutes. Putain, non, ils avaient même le Minitel, ils avaient jamais voulu entendre parler, même du Minitel. Du coup, toi, c'était ça qui a renforcé cette claque. C'est la claque du truc que t'as même pas chez toi. Toi, c'est au CDI, ça veut dire faut que j'y allais rien que pour ça au CDI après, tu vois. Moi, j'étais pas un grand lecteur de livres, donc moi, je passais mon temps au CDI parce qu'il y avait Internet, tu vois. Il y avait deux postes. Et curieusement, il n'y avait pas grand monde qui s'en servait. Tu vois, c'est une époque où, en fait, t'avais personne qui était choqué de ce truc-là. Alors, c'est sûr, à l'époque, Internet était beaucoup moins beau, etc. Donc, en fait, si tu veux, j'avais beau me forcer, ce que je veux te dire aussi, voilà, c'est que j'avais beau me forcer à être un nihiliste, un mec complètement perché dans la fin du monde, de ce que tu veux, antisocial, tu perds ton sang-froid, enfin tu vois le truc. J'étais antisocial, voilà quoi. Mais malgré moi, j'avais toujours cet optimiste juste par la vision d'un incroyable outil. C'est un peu comme si j'étais né à l'époque de l'Inquisition ou je sais pas quoi, et qu'on m'avait montré la pierre philosophale ou je sais pas quoi, un truc magique à l'époque. Ok, j'aurais été dégoûté de vivre dans l'Inquisition, dans je sais pas quoi, avec des trucs horribles, des gens qui se font égorger, j'en sais rien. Tu vois, mais on m'aurait montré un truc qui potentiellement était la clé de tout. Bah, en fait, c'est un peu ça qui s'est passé avec moi. Moi, j'étais dans ce monde ultra nihiliste que je m'étais forgé moi-même. Et tu vois, quand je te dis ça, j'essaie même pas de juger dans le monde, j'apporte même pas un jugement de valeur dans l'époque que j'ai vécue. En fait, je me remets moi en question. Et c'est ça que j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire qu'il faut arrêter de remettre en question, oui, c'est la faute de la politique, c'est ci, c'est ça. Non, c'est moi et moi seul qui avait forgé cette vision négative des choses. Personne ne m'a obligé à le faire. Et il y avait des choses positives puisqu'il y avait cette vision aussi des moyens qui étaient plus grands que pour mes parents. Je voyais bien que dans les années 90, machin, tu vois, tu avais plus de facilité à créer des choses, que ce soit dans le monde associatif, que ce soit dans... Je voyais bien que mes parents, à leur époque, c'était va à l'usine et ferme ta gueule, tu vois. Ok, il y avait du boulot. Mais mes parents, ils n'avaient pas 36 000 choix. Tu sais, mes parents, ils n'allaient pas voir leurs parents pour leur dire, écoute, je vais me lancer en auto-entrepreneur. Parce que déjà, premièrement, auto-entrepreneur n'existait pas. Et que deuxièmement, en fait, créer sa boîte, ça coûtait cher à l'époque. Tu vois, moi je sais, j'ai eu un de mes oncles qui avait voulu entreprendre, mais quand ça a coulé, il y a eu la liquidation, tout le bordel, il y a perdu beaucoup d'argent. Alors peut-être qu'il avait, tu vois, le problème aussi c'est que
dans le temps, tu vois, je pense qu'il n'avait pas bien protégé ses biens, je sais pas, mais en fait, si tu veux, il a repris la boîte de son patron. Tu vois, c'était un mec qui travaillait qui était bien vu, qui travaillait. Et quand son patron est parti à la retraite, il a dit, écoute, je veux que ce soit toi qui reprenne la boîte. Et mon oncle, toi, bon, c'est pas vraiment mon oncle, c'est grand-oncle, on va dire. Tu vois, un oncle un peu éloigné, mais c'est quand même un oncle à moi, tu vois. Et il a voulu reprendre cette boîte-là. Et donc, je pense qu'il a fait l'erreur de croire que. Enfin, il n'a pas protégé ses biens quand il a créé la boîte, le truc. Enfin, et il a fait une curiosité. En fait, il s'est aperçu qu'il n'était pas fait pour ça. Parce que les gars, il faut savoir, une boîte, quand tu veux manier une boîte, que tu as toujours été salarié et que du jour au lendemain, tu te retrouves propulsé à devoir faire ça, bah, tu as beau avoir confiance en toi, tu as beau te dire, ouais, je vais y arriver, machin, c'est pour te dire que aussi, la réalité a ses limites. Tu vois? Tu as beau être méga confiant, machin, lui, il s'est heurté à une réalité, c'est que liquidation judiciaire, donc ils sont venus saisir les biens, il y avait sa femme, elle a dû participer, il y a eu tout un bordel, si tu veux, tout un bordel qui a toujours forgé dans notre famille l'exemple même de il faut pas entreprendre. Donc tu vois, déjà, moi, je viens d'une famille où il y a toujours eu ce mauvais exemple de ce gars-là. Bon, et moi, je pense qu'il n'a pas voulu faire à mal, mais c'est simplement que quand tu as toujours été salarié pour une boîte et que ton patron te dit, bah, maintenant que je pars à la retraite, c'est toi qui vas reprendre le flambeau. Ouais, sur le papier, ça a l'air mignon tout plein, mais va falloir voir si ça marche. Seulement, ça n'a pas marché. Et le problème, c'est que je pense que les gens qui ont échoué derrière nous, bah, c'est pas fait pour nous aider, quoi. C'est toujours mieux quand tu as un oncle qui a réussi. Moi, je pense que si j'avais un oncle qui avait tout pété, je pense que ça aurait été mieux pour la vision des choses que j'avais de l'entrepreneuriat. Donc, moi, on me disait, faut aller à l'école, faut aller à l'école le plus loin possible, parce qu'on avait des exemples de gens qui avaient bien réussi. On avait le cousin de mon père qui avait super bien réussi en faisant une école d'ingénieur. Donc, du coup, bah voilà, c'est ça le modèle familial. On prend celui qui a le mieux réussi dans la famille et on dit, bah voilà, c'est le modèle qui marche. Et quelque part, c'est pas idiot, tu vois. En tout cas, il y avait quand même en moi cet instinct de me dire le monde va changer. En fait, si tu veux, moi, c'était ça. Avant même que les réseaux sociaux arrivent, tout ça, je me dis le monde va offrir l'opportunité à des gens de pouvoir créer des choses pour pas cher. Parce que moi, si tu veux, j'étais un peu dans le truc de la musique à l'époque. Tu sais, j'étais passionné de musique, de rap, etc. Techno, rap, reggae. Tu vois, j'étais vraiment passionné de beaucoup de musique qui avaient des points communs comme ça. Euh, Souvent le fait d'être fait électroniquement, tu vois, parce que bon, à part le reggae, mais tu vois, la techno et le rap, c'est assez proche dans boîte à rythme, tu vois, séquenceur, sampler, etc. Donc tous ces machins-là, j'étais assez passionné, j'avais créé, je me rappelle, enfin bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, je me dis, là où dans le temps, effectivement, mon grand-oncle, il était obligé d'avoir des locaux, du matériel, des camionnettes, des ci, des ça, parce que eux, ils étaient, je sais plus ce qu'ils faisaient, mais ils installaient des trucs et tout. Donc il y avait du gros matos dans son truc et tout. Et je me dis, bah, en fait, quand j'ai découvert Internet en 1998, 97, par là, je me suis dit, à terme, pas maintenant, mais à terme, ça deviendra tout à fait naturel pour tout le monde de créer son truc. Mais en fait, ça, cette vision-là, elle était inclue au plus profond de moi-même, mais sans que je me l'avoue. Forcément, mon tempérament a été de répondre à cette prophétie. Tu vois, c'est ça qui est complètement dingue chez moi, c'est que j'avais une prophétie positive tout au fond de moi, que j'ai plus ou moins réalisée, puisque finalement, à l'heure actuelle, bah, je fais le métier qui me plaît à travers Internet, c'est ça qui est rigolo, mais je ne suis pas satisfait. Pourquoi? Bah, parce que quand tu obtiens ce que tu veux, bah, tu as envie d'aller plus loin et surtout, tu te dis, bah, finalement, je suis dépendant. Parce que ce que je m'étais jamais rendu compte, c'est que, en fait, tant que tu restes dans le système, tant que tu n'es pas entrepreneur et que tu n'es pas capable de vivre par ta propre, comment dirais-je, ta propre fougue, si tu veux. C'est un entrepreneur, il vit de sa fougue, en fait. Il vit de sa propre fougue perpétuelle. Et il ne fait que l'auto-alimenter, l'entretenir. Alors que quand tu es salarié, bah, cette flamme de l'entrepreneuriat, eh ben,
D'ailleurs, c'est pour ça que j'essaye sur YouTube de me montrer actif pour ne pas, justement, perdre, enfin, pour entretenir cette flamme du danger, si tu veux, de créer des trucs, de me confronter à de l'échec, tu vois, et ça me prend du temps en dehors de mon boulot, donc c'est pas évident, mais c'est pour donner le piquant qui me manque de mon boulot. En fait, parce que mon boulot, c'est trop, bah voilà, non seulement bah, c'est tout le temps pareil, mais non seulement si un jour il décide de se séparer de toi, de dire écoute maintenant Claude ou je sais pas quel chat GPT peut te remplacer, ça viendra. Et c'est ce que je te disais en début de vidéo, c'est que en fait maintenant la prophétie, elle revient. J'ai de nouveau une prophétie en moi. C'est en fait si tu veux dans la vie, tu as comme ça des grosses prophéties qui te tombent dessus. Par exemple, je pense que le gars qui a vécu la Première Guerre mondiale, ou bien, je sais pas, tu sais, en fait, je sais pas comment t'expliquer, mais moi, il y a eu cette première prophétie qui m'est tombée sur la gueule. C'est la prophétie bah, d'Internet. Tu vois, quand j'ai découvert pour la première fois Alta Vista, Lycos et compagnie, bah, tu vois, j'ai eu une prophétie en moi, c'est que ça allait devenir ce bordel-là un truc de fou, tu vois. Et comme je ne savais pas comment intégrer la chose, bah, j'ai choisi la voie du développeur informatique. Parce que je me dis, bon, développeur informatique, ben, tu es amené à travailler peut-être en relation avec tout ça, mais j'en étais pas sûr, tu vois. Cette liberté qu'offrait Internet, j'étais même pas sûr un jour qu'on me l'offrirait à travers un télétravail, si tu veux. C'est le hasard. Parce que la plupart du temps, je travaillais en entreprise, en présentiel, comme on dit, tu vois. Bref. Donc, en fait, il y a plusieurs prophéties. Après, moi, j'avais eu la prophétie de la fin du monde, qui m'était apparue à cause du World Trade Center. Je me dis, ils vont finir par se taper tous sur la gueule avec des bombes nucléaires, c'est pas bon. Tu sais, j'avais une réflexion qui était trop basse parce que c'est plus compliqué que ça. En fait, la bombe nucléaire, c'est pas le genre de truc qui vont sortir comme ça, comme un amuse-gueule à l'apéro. Non, non. Mais à l'époque, je me dis, mais en fait, on vit dans un monde qui peut exploser à tout moment. Mais en vérité, pas tout en entier. Oui, le monde peut péter, mais ça va être un pays, tu vois, ça va être des pauvres gens à 200 km de chez toi, mais ce sera pas toi forcément. Tu as encore une chance de t'en sortir. Tu vois, c'est ça le côté positif du monde dans lequel on est. Parce que si tu voulais être vraiment négatif, bah, c'est de te dire oui, mais quand ils font une guerre, ils rasent toute la terre. Non, bah, ça se passe pas comme ça. Quand ils font une guerre, ils rasent pas toute la terre pour le plaisir. Ils rasent des petites parties. Voilà, c'est ça la guerre. Donc ça te laisse un espoir. Donc j'avais eu cette prophétie d'Internet, ensuite la prophétie de la fin du monde, qui a été alimentée aussi par la suite par le réchauffement climatique. Que maintenant, bon, bah, je m'y habitue à cette idée du réchauffement. Je me dis, bah, on mettra la clim, qu'est-ce que je te dise? Voilà, tu vois. Tu sais, au départ, moi, pour moi, c'était un truc de ouf. Ouah, réchauffement climatique, comment on va faire là? Ouais, c'est vrai, le jardin, je vois le jardin, on en chie pour l'arroser, tout ça, qu'on aime bien un peu faire de jardin, etc. Donc, et puis, donc, je continue. Donc, j'étais aussi alimenté dans cette prophétie de la fin du monde, dans la crise de 2008, qui était assez dégueulasse. Parce que je voyais bien que c'était la connerie pure, tu vois. C'était la connerie pure, la bêtise. C'est la bêtise humaine qui a mené. Et enfin, non, c'est même pas la bêtise. Un peu. Un peu d'aveuglement, de bêtise, tout ça, mais bon, bah, elle a pas du gain, comme d'habitude. Donc, tu sais. Et là, maintenant, que j'ai découvert l'intelligence artificielle, bah, il y a une toute nouvelle prophétie. C'est que le monde va changer de manière radicale. Et en fait, c'est pour ça que tu t'en fous maintenant de tout. En fait, tu peux. Là, toi qui me regardes, tu peux t'en foutre de tout. L'avenir, tu t'en fous. Pourquoi? Parce que ça va être tellement radicalement différent. La société dans 5 ans, mais ça se trouve, tu te croiras dans un film de science-fiction, tu vois. C'est déjà presque le cas, tu vois. Et même peut-être même dans 2 ans. Aujourd'hui, ça s'accélère. On est dans la phase. Si tu veux, dans les années 90, tu vois, il y a Internet qui est arrivé. Machin, jeux vidéo, smartphone. Tu sais, en fait, tout ça, ce n'était qu'une petite prémisse, tu vois. Et là, on commence à attaquer tu vois, la fin de la crête qui nous mène vers le monde d'après. Le monde de point d'interrogation. En fait, le monde de point d'interrogation, c'est bien ça. C'est-à-dire que le monde d'après, c'est un monde de point d'interrogation. Comment va-t-il se comporter ce monde avec nous? Quelle place on aura dedans? Est-ce que l'argent aura la même place que maintenant? Est-ce que si? Est-ce que ça? Bon, bah, face à tant de trucs, tu as deux manières de le voir. Bah, tu as
la posture que moi j'avais fait l'erreur de faire quand j'étais jeune, et me rouler en boule dans la négativité. Oh, de toute façon, donc ce serait quoi maintenant ce serait de dire oui, de toute façon, l'intelligence artificielle va tous nous remplacer, les robots, les bidules, machin. Et puis tu as l'autre façon de voir les choses. Ah ben c'est génial, avec l'IA, on va faire des trucs de dingue, on va devenir plus intelligent, on va résoudre des problèmes qui n'ont juste là, jusqu'à maintenant, n'ont pas pu être résolus. Enfin, la vision, en fait, si tu veux, c'est soit l'un, soit l'autre. Après, libre à toi de te faire un petit mélange des deux. T'as le droit, je t'autorise, il n'y a pas de problème. Mais la peur de l'échec, je veux plus recommencer cette erreur-là. Ça y est, c'est terminé, j'en ai marre. Certes, je vais pas te mentir. Je vais pas te dire que j'ai absolument pas peur de ce qui va se passer. En fait, je sais que je suis concerné par ce qui va se passer. Je sais que je vais devoir m'y préparer mentalement, c'est-à-dire être souple. Il faut être souple. C'est-à-dire, il faut avoir le mental d'entrepreneur. C'est fini. Le mental à la papa, à la tonton, à la Marcel, à la dans le temps, tu vois. Ouais, je suis dans un poste, je suis fonctionnaire de la vie quelque part. Même aujourd'hui, un fonctionnaire peut avoir peur d'être remplacé, mis au rebut de l'État, parce que l'État, le jour où il a plus d'argent pour payer ses fonctionnaires, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les dégraisser, il va leur donner moins de moyens. Tu vois, si tu te retrouves dans un bureau avec peu de moyens et une mission pourrie à faire, bah, ça s'appelle être mis dans un placard. Donc en fait, si tu veux, personne, à notre époque, fonctionnaire, pas fonctionnaire, machin. Les seuls qui peuvent justement aujourd'hui dormir sur leurs deux oreilles, mais c'est ceux qui justement ont l'habitude de vivre dans cette incertitude. Parce que l'entrepreneur, quel qu'il soit sur YouTube, influenceur, bidule, machin, bah, je te parle des mecs qui essaient de faire du propre. Évidemment, le mec qui fait du sale, il n'a pas une vision d'avenir. Tu vois, le mec qui a fait FTX, il n'avait pas une vision d'avenir, il avait une vision court terme. Bah, il va passer 30 ans en prison, je sais pas quoi. Bon, ben, moi, je te parle des gens vraiment qui construisent des trucs et, tu vois, comme JM Corda, que j'aime bien, comme il y a. Moi, si tu veux, les plus féroces des entrepreneurs, je regarde toutes leurs vidéos. Tugan Barra, JM Corda, tu vois, tous, même Oussama Hamar, qui est pas trop aimé, même, moi, tout. Moi, je les saigne tous, les gars-là. Pourquoi? Parce que eux, ils ont l'habitude de vivre dans des eaux tumultueuses et ça les fait rigoler. Ouais, on va se faire remplacer par l'IA, mais ils rigolent. Ouais, réchauffement climatique. Bah ouais, moi comment dire, comment, comment il s'appelle ce pays où ils sont tous. Ah merde, j'ai un trou de mémoire. Pas les Émirats arabes. Oh merde. Tu vois bien, le pays où tout le monde aime aller là. Ah bah moi je suis là-bas, il fait 50 degrés. À Dubaï, voilà, excuse-moi. Ouais, tu sais, bah, quoi? Réchauffement climatique, mec, je suis à Dubaï. De quoi tu me parles? Tu vois, en fait, les petits problèmes de Calimero comme moi, de ci, de ça, le pauvre, il va se faire remplacer par l'IA, ça fait rire tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, bah, je suis désolé, euh, tout le monde est logé à la même enseigne, tout le monde a accès aux mêmes outils. Et donc, si des mecs sont capables de créer des fortunes sur Internet à partir de rien, peut-être que toi aussi, finalement, peux faire des choses. Et c'est tout l'objet des chaînes que je suis en train de faire, c'est de dire, bah, pourquoi pas moi? C'est ça la vision positive du truc. Mais je te dis pas que je vais réussir, parce que ça, ce serait être dans un plan réaliste. En fait, si tu veux, on vit à une époque, on peut plus se permettre d'être sur un plan réaliste. Pourquoi? Bah, parce que là, c'est pas j'ai la possibilité de réussir, c'est que j'ai pas le choix, mec. J'ai pas le choix. C'est ça la différence. Si je ne tente rien, je suis foutu, je suis remplacé. Voilà ce qui se passera. Donc, si tu veux, j'ai l'énergie du gars qu'on n'a plus rien à péter. J'ai plus rien à perdre parce que j'ai obligation de me sortir les doigts du cul. C'est plus une option comme j'avais pu avoir au long de mon existence. Je me rappelle, j'avais hésité entre le poste actuel que j'ai et devenir consultant SEO à mon compte et créer des sites, si tu veux, d'affiliation. Tu vois, j'avais fait la formation. Euh, J'avais fait une formation SEO, tu vois, qui était pas mal. Une formation qui coûtait cher, tu vois, dans les 2000-3000 balles et qui donnait de la valeur. Et donc, quand on m'a proposé ce poste, bah forcément, j'ai hésité. Tu vois, j'étais là. Mhm.
Bah, je prends le poste. J'ai pas hésité longtemps. Tu vois, ça a duré une microseconde. Bah, pourquoi? J'ai choisi la facilité parce que j'avais pas conscience de tout ça. J'avais pas conscience que aujourd'hui, ce mindset où tu dois tordre la réalité, il est obligatoire pour survivre. Il est plus optionnel. Alors que c'est vrai, il faut l'admettre, il faut être honnête. Il faut pas se cacher la face. À une époque, tu pouvais te permettre d'être un esclave. Tu pouvais te permettre de dire je vais bosser au McDo, machin. Mais là, même une place au McDo, il faut bac plus 10 aujourd'hui. Même routier, il faut peut-être sucer le patron. On en est à une situation où après ne reste que les postes que personne ne veut faire. Alors voilà, en fait voilà l'équation actuelle. Poste que personne ne veut faire, entreprendre. Alors qu'avant, tu avais poste que personne ne veut faire, poste pas trop mal, tu vois, tu es assis, tu tapes sur un clavier, j'en sais rien, bref, ou tu tchatches au téléphone, j'en sais rien, tu vois, c'est mieux. Tu vois, es même agent d'appel, c'est mieux que d'être au McDo à faire des hamburgers dans le gras toute la journée à des horaires pas possibles. Tu vois, la preuve, c'est qu'ils prennent toujours des étudiants, des gens temporaires. Tu vois, ça tourne. Pourquoi? Et comment veux-tu fidéliser quelqu'un à un emploi qui n'en est pas un? Tu vois, c'est pas un emploi, c'est pas un poste. C'est, comment dirais-je, c'est pas du travail. Tu vois, le travail, c'est quelque chose qui te fait. En fait, pour moi, un travail, c'est quelque chose qui te fait évoluer d'un point A à un point B. Tu vois, tu vas monter en quelque sorte les galons à l'intérieur, machin. Mais la seule voie que tu peux faire, c'est être chef au McDo, mais il n'y en a qu'un. Si tu veux, ce sera très peu probable que tu deviennes chef d'équipe au McDo, machin. Tu vois, parce que ce sera celui qui a les dents les plus longues. Et honnêtement, même devenir chef d'équipe là-dedans, est-ce que c'est réellement un plan enviable? Bah non. Donc dans le temps, je reprends ma démonstration. Dans le temps, tu avais des trucs peu enviables, des postes pas du tout enviables, des postes pas trop mal, et puis entreprendre. Voilà, tu avais ces trois choix-là. Et évidemment que la plupart de la population choisissait un des deux premiers volets. Parce que voilà, mais maintenant, terminé mon ami. Ah, je sais, c'est négatif ce que je veux dire là. Pour le coup, c'est une vision un peu négative parce que en vérité, il y aura toujours des bonnes choses à déployer en tant que salarié, à trouver comme poste. Je ne te dis pas le contraire. Ça, c'est sûr. Mais pour beaucoup de gens, tu vois, beaucoup de gens, on va dire ça comme ça, dont moi, donc moi déjà spécifiquement je parle de moi, c'est-à-dire tout ce qui est juriste, comptable, même les médecins peuvent se faire remplacer à terme. Tu vois, bon, après on les garde les médecins parce qu'ils ont quand même une analyse, tu vois, qui est l'expérience. Mais un jour, l'IA sera même plus forte que ta putain d'expérience. Mais ça, on n'en est pas là, heureusement. Mais de toute façon, moi, j'ai décidé que oui, l'IA, je vais m'en servir comme un outil. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Parce que c'est l'avenir. Et de toute façon, ce nouveau modèle dont je te parlais tout à l'heure, ce nouveau modèle de société qui arrivera après les cendres de la destruction massive, du grand remplacement des employés par la machine, après, il y aura un nouveau monde. Et de quoi sera-t-il constitué? Est-ce que travailler aura un sens dans ce monde? Est-ce que entreprendre aura un sens? Donc finalement, si tu veux, c'est vraiment très bizarre ce qui est en train de se passer parce que je suis en train de m'imposer une vision qui n'est qu'un pur choix théorique, plutôt qu'un autre. Mais je choisis le choix de ce qui m'aurait peut-être plu dans une vie normale, c'est d'être entrepreneur. J'essaye de me calquer sur ce qui, dans une vie normale, aurait été... Parce que t'as beau tabler Yomi Denzel ou je sais pas quoi, ou Youssou Mahamar, t'en sais rien si le prochain modèle de société ne va pas te causer du tort. T'en sais rien, t'as beau t'appeler Elon Musk, même Elon Musk n'en sait rien. Parce que c'est tellement high level le fond, tu sais, le mindset, enfin, pas le mindset, l'impact. L'impact sera tellement profond que c'est ni ton argent, ni ton intelligence, ni ton bagou, ni ta fougue d'entrepreneur, ni tes muscles de biscotto que tu auras fait à la salle avec des picous ou pas. C'est rien de tout ça qui te protégera de la société qui viendra après. Et oui, c'est négatif, mais c'est ce que je te dis, c'est quand tu as une prophétie, soit elle est négative, soit elle est
positive. Moi, je dirais, j'ai simplement une prophétie réaliste. Parce que je te dis pas qu'à l'issue de ça, ce sera négatif ou positif. Je dis, il va y avoir un changement très profond. Ça, c'est ni négatif, ni positif, hein. C'est strictement, tu vois. Et à partir de là, bah, je choisis d'être positif. Mais je pourrais très bien choisir d'être négatif. Mais je me dis, bah, tout va bien aller. Je vais m'en sortir là-dedans. Et en attendant, bah, je vais faire le kéké sur YouTube, parler roulette, faire ci, faire ça, continuer mon job, bien évidemment, parce que tant qu'on m'a pas viré, je vais pas me tailler, tu vois. Bon, bah voilà. Moi, j'ai atteint le niveau que je voulais atteindre. Et bah, c'est super. Tu vois, j'ai tenu dans les temps. J'aurais pas besoin de faire de cut. Parce que tu vois, quand tu fais des vidéos genre 1h30, je sais pas quoi, et que tu fais pas de cut, c'est pas bon, quoi, tu vois. Là, ça va, j'ai fait 50 minutes. C'est audible pour la plupart des êtres humains. Écouter un mec pendant 50 minutes, ouais, c'est un peu hardcore, j'avoue. Parce qu'il y a peu d'interaction. Tu vois, c'est quand même plus facile quand quelqu'un. Mais toi, là, quand je parle, j'essaye de m'auto-challenger. Tu vois, d'apporter un petit peu. Comme s'il y avait quelqu'un en face de moi qui me posait des questions embarrassantes. Bah, je me les. Tu vois, je sais pas si tu le remarques ça. J'espère que tu le remarques. Je fais cet effort-là. J'essaye d'apporter des choses un peu embarrassantes dans mon propos. Parce que si c'est juste pour me dire j'ai raison, genre, pendant 50 minutes, bon, bah, tu reviendras plus jamais. Bon, mon but, c'est quand même que tu reviennes pour la suite, etc. Donc, abonne-toi, chatouille le petit robot YouTube si tu as envie, pour qu'il m'aime. Et je te dis bye bye.